Je vous invite Philippe Pradal. Philippe Pradal, vous êtes député des Alpes-Maritimes, actuellement co-rapporteur de la mission d'information sur la protection des données et l'IA générative à l'Assemblée nationale. J'appelle également, sur la scène, Isabelle Hilali et Christophe Liénard à nous rejoindre. Merci beaucoup. Philippe Pradal, vous êtes donc maire de Nice et député depuis 2022. Actuellement, la commission des lois de l'Assemblée nationale vous a confié une mission sur la protection des données et l'IA générative. Dans ce cadre, vous participez à de nombreuses auditions et les échanges de ce matin, j'espère, viennent déjà enrichir vos réflexions. Sans vous demander d'anticiper les résultats de cette nouvelle mission, peut-être si vous pouvez nous faire un point d'étape sur les enjeux éthiques et les enjeux pour les libertés publiques, par exemple, dans le cadre de cette problématique protection des données et IA générative. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, je ne suis pas un expert de l'IA, ce qui est attesté par deux choses. La première, c'est que je ne vais pas employer de termes anglo-saxons. La deuxième, c'est que je porte une cravate. Donc, ce qui est une preuve. Et donc, comme mon propos, c'est pas qu'il y aura quelques redites, qu'il n'y aura que des redites, il sera bref, je ne devrais pas vous contraindre à venir me rappeler à l'ordre. Pourquoi réglementer ? Et je crois que c'est un premier sujet. Effectivement, même si je ne suis pas là pour vous indiquer quelles seraient les conclusions de la mission d'information que je conduis avec Stéphane Rambaud, c'est vous dire quand même quelques pistes de réflexion. La première, c'est qu'au niveau du Parlement français, il n'y a aucune obsession de réglementation sur l'intelligence artificielle, tant nous mesurons que le niveau pertinent est le niveau européen, à minima. Et que donc venir rajouter une couche de réglementation française n'est aujourd'hui pas du tout dans les vues des deux co-rapporteurs de cette mission, et au-delà de ça, je pense assez globalement. Pour autant, cela pose quand même la question de ce qu'on définit par le terme de réglementation et de droit. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait de réglementation au niveau national ? Très probablement. Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait aucun droit ? Là aussi, la question de la déclinaison du droit européen et de son applicabilité, et les propos du représentant de la CNIL sont éclairants sur ce point, il doit y avoir quelque chose. Et ça pose la question compliquée que cette interrogation sur laquelle nous emmène l'intelligence artificielle, c'est très probablement, au-delà des changements technologiques, au-delà du fait que cette révolution industrielle va toucher les cols blancs, elle va probablement aussi percuter très violemment notre conception du droit, en nous conduisant plutôt à non pas inverser les valeurs, mais à avoir plutôt un droit souple, ce qui est connu dans un certain nombre de matières, mais qui va très probablement s'accentuer, et peut-être même d'interroger sur quel sera le juge qui devra faire respecter ce droit. Et qu'il n'est pas certain que notre organisation actuelle du système judiciaire soit la mieux adaptée pour répondre à toutes les questions que posera l'intelligence artificielle. Il y a la question des autorités administratives indépendantes, il y a la question des pouvoirs éventuellement à donner, des pouvoirs de sanction, qui sont des pouvoirs de sanction quasi juridictionnels, mais qui interroge donc très probablement le droit dur auquel nous sommes habitués, n'est-ce pas, maître ? Il est interrogé par l'intelligence artificielle, et pas uniquement par la vitesse de son implémentation, mais aussi par sa conception même et sa viscosité, pour ne pas dire sa grande liquidité. Les sujets d'IA responsable et d'IA de confiance ont été posés. C'est un sujet de préoccupation important, à deux niveaux. Parce que d'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes des utilisateurs massifs, et pour ça, je vais employer un terme d'informatique, même s'il est historique. Je considère pour ma part que les IA grand public génératives qui ont été mises sur le marché, que ce soit ChatGPT et d'autres, sont un peu des chevaux de Troie de l'intelligence artificielle. La vraie intelligence artificielle, je pense que ce n'est pas celle-là. Mais pour autant, on est en train d'acclimater. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a un comportement de certaines personnes comme des dealers qui donnent d'abord des drogues douces pour nous faire monter sur autre chose, mais oui, je sais. J'ai décidé de vous réveiller, parce qu'à cette heure-là, il y a deux solutions. Soit la faim nous maintient éveillés, soit elle nous épuise. Donc voilà. Mais cette dimension-là, je pense qu'il y a cette notion de cheval de Troie. Moi, je pense qu'elle est réelle parce que les IA de confiance et l'IA responsable va venir percuter un autre sujet. C'est quand l'usager final va nous dire « Oui, mais moi, j'ai ce dont j'ai besoin. Et j'ai ce dont j'ai besoin gratuitement, entre guillemets. Donc pourquoi vous voulez que j'ai quelque chose qui va moins bien marcher ?» C'est les intranets par rapport aux extranets qui ont été décrits sur Google, qui va me fournir des choses
bien plus contraintes, qui ne m'ouvrent pas au monde et qui en plus très probablement non seulement vont être plus lourdes d'utilisation mais vont coûter à la collectivité alors que j'ai actuellement un système gratuit qui répond au-delà de mes besoins parce que même il anticipe mes besoins en me fournissant, nous sommes tous, même si personne ne le reconnaît, des utilisateurs d'Amazon, c'est une vachement bonne idée ce que me suggère Amazon même si j'en ai pas besoin. Donc on voit bien qu'on est dans un dispositif sur lequel je pense que l'acceptabilité, moi elle m'interroge dans l'autre champ, c'est plutôt l'acceptabilité des IA responsables qui m'interroge pour l'utilisateur final plutôt que son acceptabilité plus générale. Et c'est d'ailleurs attesté aujourd'hui par le fait que les grands experts et les déclarations de Sam Altman sont excessivement préoccupantes mais excessivement lucides, qui est de dire, voilà, moi qui sais comment ça marche, je vous déconseille de l'utiliser ou presque, j'ai aucune confiance dans comment ça marche. En revanche, l'utilisateur de base, lui, il est ravi. Et le fait que cette statistique est effrayante, que 70% des utilisateurs de ChatGPT dans les entreprises ne le communiquent pas à leur management est inquiétante à double point. D'abord, ça veut dire que, parce qu'il y a une vraie inquiétude sur la pérennité des emplois, en partie fantasmée, mais elle est réelle. Et d'autre part, ça signifie que c'est une utilisation complètement débridée et que nous sommes peut-être en train, joyeusement, de mettre des secrets industriels dans les prompts de ChatGPT sans que personne ne s'en soucie, sans qu'il y ait des règles de bonne conduite, etc. Et ça me paraît être un sujet excessivement préoccupant, parce que là, pour le coup, parce que c'est gratuit, les gens s'imaginent que c'est réellement gratuit, alors qu'en fait, derrière, il y a toute une économie de la donnée, etc. Donc, un vrai sujet de préoccupation là, de la mission sur l'acceptabilité des IA responsables, mais peut-être pas dans le sens que l'on croyait, mais plutôt dans le sens de demain, si on a des IA responsables qui forcément seront plus restrictives que les IA complètement ouvertes, est-ce que les gens vont vraiment les utiliser ? Autre question aussi qui nous a préoccupés dans le cadre de nos travaux et qui a été confirmée pratiquement à chacune des auditions, l'intelligence artificielle est avant tout un sujet de souveraineté. Si demain, nous pensons mieux d'utiliser des IA qui ont été créées par d'autres que nous, avec une autre conception du monde, un autre modèle des droits de l'homme, etc., allons-y, mais disons-le. Et disons à tout le monde, OK, en utilisant ces modèles-là, on va utiliser... Et sans forcément parler de biais, d'hallucination, etc., on va utiliser des systèmes qui portent une conception du monde qui n'est pas la nôtre. Or, nous avons du retard, c'est évident. Nous avons du retard dans une technologie à la fois disruptive et relativement récente, donc un retard qui n'est pas forcément irrattrapable, mais il faut s'y mettre. Et c'est un enjeu de souveraineté et de puissance. Et moi, je crois avoir compris que pour faire de l'IA, il faut au moins 3 choses. Il faut des machines, il faut des données et il faut des cerveaux. Je commencerai par la fin. Les cerveaux, en France, on les a, puisque même on nous les pique. Et que je pense qu'il y en a un certain nombre, et c'est de ça on en regorge forcément, qui sont prêts à revenir en France, peut-être justement pour travailler sur de l'IA responsable, etc. Donc là, on a un vrai sujet. Les données, on les a et on les protège plutôt bien. Et on voit quand même la réussite du RGPD sur ça, qui était un peu moqué, mais qui finalement a réussi à aller peut-être au-delà de la seule sphère européenne comme étant un modèle de réglementation admissible. Et puis les machines, à nous de vendre le fait qu'il vaut peut-être mieux installer des machines dans une zone politiquement stable où il y a de l'électricité, plutôt que dans des endroits plus exotiques où ces données ne sont pas forcément garanties, sans jeu de mots sur le terme de données. La réglementation, parce que c'est un enjeu de souveraineté et de puissance, devrait être au service de l'innovation et de la création d'acteurs de rang mondial sur le territoire européen. Je ne sais pas si je serai suivi dans le cadre du rapport sur ce point, mais je suis convaincu que la réglementation devrait être au service de l'émergence d'acteurs européens de niveau mondial. Il faudra à un moment donné entrer en conflit avec des gens qui vont nous expliquer qu'il faut surréglementer l'IA parce que c'est super dangereux et eux ils le savent parce qu'ils ont déjà tous les atouts. Et que donc c'est évident qu'il faut que personne d'autre y aille parce que c'est tellement dangereux. Il faudra à ce moment-là dire les choses et puis il faudra qu'il y ait un aspect d'acceptabilité là aussi, de dire aux gens peut-être que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'aura pas le top du top, parce que le top du top, c'est vous faire les poches. Et je crois qu'il faut le dire, de le dire de façon aussi simple. Aussi, sur l'innovation, pas de frilosité. Tous les exemples qui ont été cités en matière de risque sur l'IA ont été cités par rapport à l'action de la sphère publique. On a parlé de ce que risquaient de faire les collectivités, on a parlé de ce qui pouvait arriver si la sphère publique utilisait l'IA. N'imaginons pas que la sphère publique est la seule à porter les risques d'utilisation dévoyée de l'IA. Je pense que la sphère privée le fait déjà avec beaucoup d'avance et de façon tellement agréable et tellement confortable pour nous tous utilisateurs qu'on trouve ça normal et qu'on a envie que ça continue. Voilà. Je pense que la méfiance ou la prudence que l'on a à l'égard de l'IA, elle doit être complètement généralisée. Je termine, madame. Et je suis... voilà.
Mais on est bridé, vous savez, à l'Assemblée nationale, on nous coupe le micro. Et dernier point, je pense qu'il faut aller chercher très loin. Moi, je suis convaincu que la réglementation de l'IA, moi, j'y vois deux fondements qui seraient possibles et que j'essaye de ne pas perdre de vue et qu'on essaiera de faire avancer. Mais je vous dis là aussi, pas en faisant une loi, etc., mais plutôt en voyant comment on arrive à appliquer et décliner les choses. La première, c'est Rabelais, donc ça veut dire qu'il ne savait pas trop ce qu'était l'intelligence artificielle, ni même un ordinateur, qui rappelait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je crois que c'est avant tout un problème de conscience, mais de toute la chaîne de valeur. Et de ne pas déléguer à certains, le dire non mais vous allez veiller sur le fait que ça fonctionne bien. Je pense que c'est vraiment, ça doit être natif complètement. Et le deuxième point, je reste convaincu que les intelligences artificielles doivent respecter les lois de la robotique d'Asimov. Voilà. Ça paraît, Rabelais est plus un auteur de science-fiction, peut-être, mais on voit bien qu'on est en train de vivre dans un monde extrêmement évolutif, etc. Et dans ces cas-là, c'est pas que j'ai pas confiance en la science, mais que j'ai confiance dans la science éclairée. Je pense que ces principes-là, et notamment la loi 0, hein, qui n'avait pas écrit tout en premier, c'est un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit blessée. C'est ça que nous devons respecter collectivement. Et ce n'est pas en faisant des lois qu'on fera ça, c'est en faisant tout un environnement, et surtout en étant chacun d'entre nous des citoyens vigilants en matière d'usage de l'IA, et peut-être que la plus grande vigilance, ça sera la prophylaxie. C'est à un moment donné dire il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas que l'IA se mêle de ma vie. Merci.